et les risques insoupçonnés du big data. Cette immense collecte de données numériques bat son plein dans la quasi-indifférence. Des informations très personnelles, y compris sur la santé et la maladie, sont captées par une poignée de multinationales. Des entités qui se fichent pas mal du droit de chaque individu à avoir sa part de mystère, de secret et d'intimité. Depuis lundi, la RTS vous propose de réfléchir aux raisons qui nous poussent à livrer gratuitement des informations très précieuses à des entreprises qui gagnent un maximum d'argent. Elles s'enrichissent sans partage avec un bien qui nous appartient et que nous avons tort de brader. L'an dernier, on comptait déjà 15 milliards d'appareils connectés à Internet à travers le monde, un chiffre qui grimpe sans cesse. Alain Orange et Fabienne Clément ont enquêté sur les moyens toujours plus sophistiqués de collecter des informations sur notre santé. Des milliards d'individus connectés en permanence. Tablettes, smartphones et Wi-Fi nous permettent aujourd'hui de surfer, chatter ou acheter sur Internet à toute heure et en tout lieu. Cette activité frénétique génère une masse gigantesque de données qui garde la mémoire de nos moindres faits et gestes d'humains connectés. C'est ce que l'on appelle le big data. Ces renseignements sont une mine d'or que les superordinateurs d'aujourd'hui permettent de stocker et d'exploiter quasiment sans limite. Le big data, c'est le fait de pouvoir absorber des données sans savoir forcément ce qu'on va faire avec. Et c'est de pouvoir croiser des données qui sont de nature différente, qui viennent de bases de données différentes pour fabriquer une valeur ajoutée. C'est un vrai bac à sable pour les big data scientists. C'est une nouvelle profession de pouvoir s'amuser avec les données, de faire des corrélations et de faire des prédictions qui peuvent ensuite avoir des conséquences importantes sur la façon qu'on a de nous proposer des produits, des assurances, où on va chercher à influencer notre comportement. Grâce à des algorithmes toujours plus puissants, on peut aujourd'hui combiner des données a priori sans rapport les unes avec les autres. Un brassage aux possibilités infinies que l'on appelle le data mining. Le scénario de cauchemar, c'est que nous soyons tous profilés, plus ou moins ou dans une large mesure à notre insu, et que donc les ordinateurs prennent des décisions en fonction de données très nombreuses auxquelles eux ont accès et auxquelles nous n'avons pas forcément accès, ou qu'eux sont en mesure de traiter et d'intégrer. Et puis on se retrouve face à un arbitraire d'une société purement technocratique. Imaginez votre assureur maladie à la recherche de clients vivant sainement, ce que l'on appelle les bons risques. En s'alliant à un grand distributeur, l'assureur pourrait récupérer les données de votre carte de fidélité. Elle révélerait par exemple que vous achetez beaucoup de saucisses, mais aucun légume. Un très mauvais point pour vos artères. Vous portez aussi un bracelet électronique qui compte le nombre de pas que vous effectuez chaque jour. Mais comme vous faites vos courses à vélo, le bracelet indiquera que vous ne marchez pas assez pour exercer votre cœur. De tout cela, votre caisse maladie déduira un risque élevé d'accident cardiovasculaire. Elle vous refusera une assurance complémentaire à un tarif avantageux. En fait, vous achetez tous vos légumes au marché, ce qui échappe à votre carte de magasin. Vous êtes donc victime d'un croisement de données abusif du big data. Surtout que les saucisses ne sont pas pour vous, mais pour votre voisine âgée qui ne peut pas se déplacer. Un scénario de pure fiction? Peut-être pas. L'une des plus grandes caisses maladie de Suisse, la CSS, a déjà commencé à récupérer des données électroniques de clients volontaires. J'ai reçu une lettre de la CSS disant qu'ils démarraient un projet et qu'ils cherchaient des participants. Et comme de toute façon, j'aime bien me balader, j'ai décidé de m'annoncer. À 75 ans, Hermann Weidmann est un retraité actif. Il est depuis longtemps adepte du Quantified Self, cette tendance qui consiste à enregistrer en permanence divers paramètres physiologiques grâce à des capteurs intégrés dans un bracelet électronique. Depuis l'été dernier, il a un nouvel objectif fixé par son assureur. Marcher 10 000 pas par jour, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est facile d'atteindre votre but tous les jours? Oui, quand on aime bouger et qu'on a un beau paysage, c'est facile. En 1h30, j'atteins mes 10 000 pas.
auf die 10.000 Schritte kommen will. Et vous y arrivez tous les jours? Fast. Presque tous les jours. Il y a toujours des moments où on n'a pas envie, mais normalement j'y arrive. Et j'en fais même plus. Manchmal schon, eher mehr. Ces données sont transmises toutes les 24 heures au site internet de l'assurance où M. Weidmann les consulte régulièrement. Also jetzt im Moment sehe ich Là, je regarde mes données pour le mois actuel, avec la moyenne du nombre de pas. durchschnittliche Schritte. Und jetzt muss Maintenant, je synchronise tout ça avec mon bracelet mit meinem Fitbit. Fitbit-Zähler und Et kann ensuite, je peux afficher un tableau comparatif des données journalières. Tagesübersicht. Pour chaque jour où l'objectif a été atteint, M. Weidmann reçoit les félicitations de son assureur. Vous devez parfois compléter le soir? Oui, Et qu'est-ce que vous faites? Dann gehe ich entweder je vais un moment sur le tapis roulant pour rajouter quelques kilomètres. Kilometer abstrampeln, ja. Toutes ces données, enregistrées depuis l'été dernier, restent stockées sur le site de l'assureur. Pas de quoi inquiéter notre volontaire. Ich mache mir keine Sorgen darüber. Und in der heutigen Zeit Ça m'est wird complètement ja égal. sowieso überall Aujourd'hui, tout est enregistré partout et ensuite exploité. und wieder weiterverwertet. Man wird kontrolliert. On est contrôlé et je n'y vois pas de problème. Eigentlich kein Problem. Wer nichts Schlechtes macht, der kann sich da ruhig Celui qui ne fait rien de mal, il peut se laisser enregistrer hinstellen, et observer tranquillement. beobachten lassen. M. Weidmann n'est pas le seul à faire confiance à son assurance. Pour ce projet, la CSS a trouvé 2000 volontaires. Un succès qui semble presque surprendre l'assureur. C'était l'une de nos préoccupations durant la mise en place du projet. Nos clients sont-ils vraiment prêts à nous transmettre leurs données? Nous avons vu que oui, ils ont assez confiance en nous pour le faire. Ils sont convaincus que nous utilisons ces données à leur avantage, mais ils veulent aussi recevoir quelque chose en échange. Cela peut prendre différentes formes. Il y a des avantages financiers, mais aussi un style de vie plus sain. Car dans ce modèle, c'est donnant-donnant. Le client qui accepte de livrer ses données reçoit chaque mois en échange un crédit de 10 francs qu'il peut utiliser par exemple pour payer sa prime. Mais attention, il faut y mettre du sien. Les 10 francs, on les reçoit uniquement si on fait 10 000 pas par jour, en moyenne, sur l'ensemble du mois. Si un jour j'en fais moins de 10 000, mais 20 000 le lendemain, j'atteins la moyenne et je reçois les 10 francs. Mais si on ne fait que 7 500 pas en moyenne, on ne reçoit que 5 francs. En dessous, on ne reçoit plus rien du tout. Et si on en fait plus, on ne reçoit pas davantage. Ce projet pilote, le premier du genre en Suisse, s'est révélé un succès. La CSS est bien décidée à l'exploiter. Nous allons introduire une offre régulière avec un autre système de récompense. Et ça fonctionnera comment? Nous y travaillons encore. Nous le lancerons au début de l'été et à ce moment-là, nous pourrons en dire plus. D'après le questionnaire qu'on a reçu à la fin de la phase pilote, ils ont l'intention d'enregistrer aussi d'autres données qui permettront d'obtenir de nouveaux rabais de primes. Et quelle sorte de données? Je crois qu'il y a des catégories comme la nutrition, le poids. Ce seraient des données qu'on transmettrait à la CSS. Et ensuite, si ces données sont en ordre et qu'on atteint son objectif, on reçoit une récompense. Des primes différentes en fonction du comportement, comme si notre santé était une simple question de bonne volonté. De telles offres sont pour l'instant limitées aux assurances complémentaires, car la loi interdit de les étendre à l'assurance de base. Mais les mentalités évoluent. Je pense que l'idée en soi est bonne, parce que les gens qui font attention à manger sainement pour maîtriser leur poids, ces gens ont potentiellement moins de risques de tomber malades. Et si ça permet d'abaisser les coûts de la santé, je trouve normal qu'on répercute ça sur les primes, en accordant des rabais aux gens concernés. günstig.
Il y a une dizaine d'années, ce genre de pratique aurait certainement choqué la plupart de la population. Mais aujourd'hui, ça semble effectivement plus que jamais possible. Par exemple, ma voisine ou mon voisin s'empiffe de salami et puis passe ses journées devant la télévision. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer pour elle alors que moi je fais attention. On assiste vraiment à une forme d'érosion du principe de solidarité et on vous donne les moyens, et pas seulement les moyens, mais peut-être bientôt l'obligation de devenir responsable de votre propre santé et de vous faire payer vos primes en conséquence du risque que vous représentez. Jean-Henri Morin est un universitaire spécialiste en système d'information. Lui aussi porte un bracelet électronique pendant l'effort. L'idée de partager ses données physiologiques avec son assurance lui fait horreur. Le jour où ça devient obligatoire, moi, il y a deux choses que je peux faire. Soit le capteur, je le mets à mon chien, et puis à ce moment-là, c'est pas 10 000 pas, mais c'est 25 000 pas par jour que je vais faire, donc je vais plus payer de prime d'assurance. Ou bien, je m'achète un drone que je programme moi-même pour faire exactement les bons mouvements de façon à ce que je remplisse les conditions. Donc ouais, faire attention avec ce genre de choses-là, c'est pas la bonne approche. Dans le fond, je hais le sport. Je ne vois aucune vertu personnelle à faire du sport. Pour se motiver, il a créé son propre programme de remise en forme. Les paramètres mesurés sont envoyés sur une plateforme numérique spécialement conçue par lui, pour déposer et consulter ces données à l'abri des regards indiscrets. Là, j'ai fait comme activité biking pendant 30 minutes, avec une intensité d'effort, on va qualifier ça de moyenne 6 sur 10. Le sentiment excellent, la douleur quasi nulle. Et j'enregistre ma session qui est partie et qui vient d'apparaître ici chez moi en bas, donc j'ai aussi l'historique de mes sessions. Seul lui-même et les conseillers sportifs de son choix ont ensuite accès à ces données. La faille du système, c'est l'outil de mesure. Faute de pouvoir fabriquer son propre bracelet, notre professeur utilise pour l'instant une Apple Watch, ce qui ouvre de fait à Apple un accès à toutes ces données qu'il souhaite si jalousement protéger. Ces données de santé, où est-ce qu'elles vont? Qui les utilise? Comment sont-elles utilisées? On peut se douter qu'un certain nombre de ces données ou d'informations autour de ces données seront stockées quelque part dans la nébuleuse d'Apple, ça c'est clair. Là aujourd'hui, on est dans une société de l'information qui est en train d'échapper à l'individu. La démarche que nous poursuivons ici avec cette initiative, c'est aussi de rendre à l'individu son autonomie vis-à-vis de ses données de santé. La santé connectée est un marché très lucratif, déjà colonisé non seulement par Apple, mais aussi par d'autres géants comme Samsung, Sony ou Nike. Les données, ça devient de l'argent. Qu'est-ce qui fait la richesse de Google ou de Facebook ou d'Apple ou d'Amazon? C'est le fait d'obtenir des données, c'est le fait d'avoir des données et de pouvoir les négocier, de pouvoir calculer des profils de consommation et de vendre de la publicité ciblée aux annonceurs. L'argent vient de là, c'est leur capacité à transformer des données personnelles en capital. Obtenir des données, pouvoir récolter ces données, pouvoir analyser ces données, c'est devenu le nerf de la guerre économique. Une guerre économique qui prend la médecine de vitesse, elle qui n'a pas encore réussi par exemple à imposer un dossier informatisé du patient vraiment sécurisé. La collecte massive et mondialisée de données va propulser la médecine dans une nouvelle dimension. Le data mining consiste à interroger directement des bases de données via des algorithmes et des modèles de recherche. Ça permettra des études cliniques à l'échelle du globe. Croiser ces informations permet de déterminer les liens entre des individus ou des populations, leurs caractéristiques, leurs habitudes, leurs lieux de vie et des maladies. Un exemple, le Cancer Genome Atlas qui rassemble et compare les caractéristiques génétiques de milliers de tumeurs. Une gigantesque base de données publique enrichie à l'échelle mondiale et en open source. Avec ses 900 000 serveurs et son armée d'informaticiens, Google constitue aussi des bases de données biomédicales. Sauf que là, personne ne connaît les protocoles, les logiques, les logiciels, ni même d'ailleurs les buts précis. Google, Apple, Facebook et les autres ne partagent pas ces informations. Que faire alors quand on nous propose de séquencer notre génome ou celui de nos enfants ? Dire non et se priver de possibles thérapies, dire oui, mais alors comment savoir où vont ces données, comment rester propriétaire de son identité génétique ?
car une fois livrées, ces informations nous échappent pour toujours. Il est quasi impossible de les récupérer et de les effacer. Plus de 7 milliards d'êtres humains peuplent notre planète. Et chacun d'eux renferme dans l'ADN de ses cellules un code unique dont la transcription donne un texte aussi long que 1000 Bibles. Il s'agit du génome. Il n'est composé que de 4 lettres, A, C, G et T. Mais il détermine toute notre hérédité personnelle. C'est le terrain d'une nouvelle discipline, la médecine génomique. Ces recherches font naître de nouvelles entreprises comme Sophia Genetics, une start-up issue de l'EPFL en 2011 et qui travaille aujourd'hui avec 140 hôpitaux à travers le monde. Pour mieux diagnostiquer des maladies aussi diverses que des cancers, des troubles cardiovasculaires ou des diabètes, les hôpitaux font analyser certains gènes bien précis de leurs patients. Ces bioinformaticiens mettent au point des algorithmes qu'ils perfectionnent sans cesse pour interpréter les kilomètres de données produites par le séquençage des gènes. Dans le monde des données, plus vous voyez de données, plus votre algorithme devient pertinent, devient puissant. On va pouvoir muscler l'algorithme et ensuite le rendre aussi plus robuste pour tous les hôpitaux qui travaillent avec nous. De telle sorte, par exemple dans notre plateforme analytique, à ce que sur la base de l'information d'un patient et peut-être même du savoir qui aura été intégré dans la plateforme par un expert à Paris, cette information puisse être utilisée à Berlin pour mieux diagnostiquer un autre patient. Alors ça, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de mettre les hôpitaux en réseau. C'est le principe du big data. Il faut agréger et combiner le plus grand nombre de données génétiques possibles. Pour protéger la sphère privée des patients, ces données sont transmises par chaque hôpital sous forme anonymisée et cryptée. Pas question ensuite de les stocker chez des géants américains du numérique. Contrairement à beaucoup d'acteurs dans notre domaine, on n'a pas mis du tout les données dans Amazon Cloud. Et on a en fait investi dans notre propre équipement qui est installé dans ce qu'on appelle des centres de données, des data centers. Voici l'un de ces lieux ultra sécurisés. Pour y pénétrer, nous sommes priés d'obturer l'objectif de notre caméra avant le portail d'entrée. Nous ne pouvons ressortir la caméra qu'une fois arrivés au cœur du data center. Le casier qui héberge les serveurs de Sophia Genetics avoisine ceux d'autres entreprises très soucieuses de la sécurité de leurs données, comme des banques. Nos précieux gènes intéressent aussi beaucoup la recherche publique. Une équipe du CHUV a lancé il y a 3 ans un projet de biobanque. Projet pour lequel elle a déjà recruté plus de 20 000 patients. L'appel aux volontaires continue. Voilà, je vous laisse prendre place. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la médecine personnalisée ou la médecine de précision, ça vous dit quelque chose? Les termes, non. Les termes, non. Franchement pas. C'est une médecine vers laquelle on est en train de se diriger. C'est la médecine de demain qui va s'appuyer beaucoup plus sur le profil génétique, sur l'ADN des patients. Vous savez certainement, on est tous différents de par notre ADN. Oui. Et cette différence-là, elle peut expliquer pourquoi on ne répond pas tous de la même manière aux traitements qui nous sont administrés. En scrutant nos gènes, la médecine espère affiner ses diagnostics, proposer des traitements mieux ciblés et même prédire les risques pour une personne de développer certaines maladies. On sait que pour les maladies communes, la contribution du génome, c'est à peu près 50%, l'environnement, c'est 50%. Donc il nous faut comprendre les interactions entre les deux. Et les génomes suisses romands sont différents des génomes américains, mais l'environnement suisse romand est aussi différent de l'environnement américain. Autrement dit, il nous faut construire nos propres connaissances. Et c'est une leçon pour nous d'humilité, c'est qu'on ne connaît presque rien sur ce génome. On a tout à apprendre, on a tout à construire. Et on veut participer à cette construction. 23 000 échantillons de sang ont déjà été collectés. Ils seront la source d'autant de séquençages complets du génome mis à la disposition de chercheurs de tous horizons pour des projets encore non définis. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on regarde ensemble le formulaire lui-même, le formulaire de consentement. Je consens à l'utilisation à des fins de recherche de mes échantillons et données, y compris génétiques, sous forme codée. Oui. Oui, non. Claire.
Alors, je vous donne. Le patient donne son accord une fois pour toutes en signant un formulaire dit de consentement général. S'il désire un jour se retirer du projet, il devra en faire lui-même la demande. Autre décision importante. Que faire si on découvre dans son génome des mutations qui lui font courir le risque de maladies graves? 4 patients sur 5 préfèrent être mis au courant. Bon, pourquoi pas? Ce qui serait embêtant, c'est qu'on m'annonce quelque chose d'ultra grave et tout ça, mais encore. Autant savoir. C'est difficile à évaluer à quel point les patients sont conscients de ce que c'est cette médecine génomique. Ils ont juste envie de faire avancer cette recherche, envie que ça puisse aider les générations futures. En tout cas, on a peu de questions à ce sujet. À vous de même. Merci beaucoup, monsieur Merci, Lévy. madame. Je vous raccompagne. Merci. En fait, tu sais, je fais ce projet sur... Difficile de saisir les conséquences concrètes d'un diagnostic génétique tant qu'on ne l'a pas vécu dans sa chair. Vanessa, Émilie et Aimée sont sœurs. Elles sont toutes 3 porteuses d'une mutation du gène BRCA1 qui induit un risque élevé de cancer du sein et des ovaires. Cette réalité a inspiré à Aimée un travail photographique avec d'autres femmes concernées. On retrouve après le style photographique, quoi. Mon projet, il s'appelle « Je suis mutante ». Parce que justement, dans certains pays comme en France, ils nous appellent les mutés ou les mutantes. Et j'ai envie de montrer aux gens qu'on n'est pas juste une maladie, ou pas juste un gène défectueux, on est des femmes et on est là. Il y a 10 ans, Vanessa a été la première à déclarer un cancer du sein. Puis, un test génétique a confirmé la nécessité d'une ablation préventive des ovaires. À 31 ans, on a encore toute sa vie devant soi, on a encore envie d'avoir des enfants. On ne s'imagine pas du tout devoir aller se faire enlever les ovaires juste par mode de prévention. C'est quelque chose qui semble complètement impossible à cet âge-là. Émilie a fait le test génétique juste après Vanessa. Il s'est avéré également positif, avec des conséquences immédiates sur son couple. C'est le premier truc que j'ai dit. J'ai dit, on se quitte, tu veux pas être avec quelqu'un qui a un défaut, entre guillemets. Et puis après, on a beaucoup discuté. Puis voilà, j'ai eu un enfant 6 mois après. et le deuxième très très rapidement après. Parce que moi, j'ai aussi développé donc, le cancer quand mon deuxième avait 1 an. Et par contre, moi, j'ai dû enlever les ovaires et les seins, tout, en une fois. Ouais. Aimée est la plus jeune. Et pour elle aussi, le test s'est révélé positif. Ce test, elle a pris son temps avant de se décider à l'affronter. Entre la première fois où j'ai été voir l'oncogénétique au HUG, c'était avec ma sœur. Et le jour où j'ai fait le test, il m'a fallu 7 ans. J'ai voulu d'abord faire des enfants, parce que je pense que si j'avais su que j'avais la mutation, j'aurais pas forcément fait des enfants. Et je l'ai fait parce que j'avais fait mes 2 enfants et que j'étais prête psychologiquement d'enlever mes seins si le test s'avérait positif. Faire un test génétique, c'est aussi accepter des conséquences pour sa descendance. J'ai eu 2 enfants et mes 2 enfants peuvent être porteurs du gène. Ils ont 50% de probabilité, moi 50% de mon mari de ne pas l'avoir. Et donc, c'est important de savoir pour le suivi plus tard, pour mes enfants, surtout ma fille, parce que elle va être sérieusement contrôlée à partir de l'âge de 18 ans. Les données livrées par notre génome sont donc ultra sensibles. Elles contiennent des informations importantes sur notre santé et celle de nos enfants. Si ces données tombaient en de mauvaises mains, les conséquences pourraient en être terribles. Pour sécuriser ces échantillons, la biobanque du CHUV a prévu pas moins de 3 encodages successifs. Une fois que cet échantillon est centrifugé, il a été annoté par un code barre, et ce code barre est spécifique et unique pour le patient qui a signé le consentement pour participer à la biobanque. La clé qui permet de relier le code au nom du patient est sécurisée par les services informatiques du CHUV avec les mêmes standards, si vous voulez, que les données médicales des patients du CHUV. Dans un endroit que je ne connais pas, dans un serveur que je ne connais pas et auquel je n'ai pas accès, un nombre extrêmement limité de personnes a ce code. Une fois extraits des échantillons,
Le génome complet du patient sera stocké sous une forme cryptée. Il sera conservé pour une durée indéterminée qui pourra aller au-delà de 100 ans. Cette durée pose un problème de sécurité dont personne n'a encore la solution. Il faut que l'encryptage de ces données soit suffisamment robuste pour résister plusieurs décennies, voire au-delà d'un siècle. Si on considère qu'effectivement, il faut aussi protéger la descendance, ce qui est typiquement nécessaire et considéré comme important. Le grand problème, c'est en fait que les ordinateurs progressent énormément, jour après jour, année après année, et donc les puissances de calcul dont on va disposer dans 50 ans sont extrêmement plus élevées que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, on sera capable de casser relativement aisément les codes de 2016. C'est clair qu'il faut absolument trouver des solutions parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire des protections qui vont tenir, en gros, disons, de l'ordre de 20 à 30 ans. Il est urgent d'agir, car nos données de santé ont une valeur marchande. Elles s'achètent et se revendent en masse sur un marché noir alimenté par des pirates informatiques. La preuve avec ce site du département américain de la santé. Aux États-Unis, toute entreprise ayant subi un vol important de données médicales est tenue de le déclarer publiquement. Les victimes sont quasi quotidiennes. Ce qui est frappant, c'est l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire qu'on voit qu'en moyenne, 2 fois par semaine, il y a une opération de vol de données de santé qui concerne au moins 500 patients. Et dans certains cas, ça peut être des dizaines de milliers, des centaines de milliers, parfois des millions. Le monde de la santé passe dans une phase numérique, mais sans avoir eu le temps de se rendre compte des conséquences que ceci peut avoir en matière de protection des données, et sans avoir nécessairement eu le temps de mettre en place les mécanismes de protection qui viennent avec. En Suisse, le danger est le même. Infomed, un projet de dossier électronique du patient, a été stoppé net l'an dernier en Valais par le préposé à la protection des données. Le site présentait des failles béantes de sécurité. Démonstration avec l'expert, ici à droite, chargé de le tester. Il joue le rôle du pirate. À gauche, un patient victime. Le pirate va profiter d'une fonction appelée « envoyer à un ami », prévue bien imprudemment par le site. La fonctionnalité permet d'envoyer un message depuis l'identité que l'on choisit, avec un email que l'on choisit, à une victime que l'on peut choisir également. Puis ce que l'on va faire, c'est utiliser ce formulaire pour envoyer un piège à notre victime. L'objet du message, c'est simplement votre dossier Infomed, et puis en spécifiant à notre victime qu'il y a du nouveau à consulter sur son dossier. On envoie le message, et le but du pirate, avec cet envoi de message, ce sera de subtiliser les éléments d'authentification de sa victime. Donc la victime reçoit un message qu'elle ouvre, et au moment où elle clique sur le lien, elle est redirigée vers un site pirate qui est strictement identique au site d'origine, mais au lieu de s'appeler Infomed-VS, c'est Infomed-Vallée. Et également, ce site n'est pas sécurisé. On ne voit pas de petit cadenas dans la barre de titre. Donc la victime renseigne son nom d'utilisateur, son mot de passe. Elle clique sur « Recevoir son code SMS ». Pendant ce temps-là, le pirate a reçu le nom d'utilisateur et le mot de passe de la victime. Ces renseignements permettent aux pirates d'usurper l'identité du patient pour s'emparer du code SMS. Le dernier rempart de sécurité est tombé. Voilà, il a accès au dossier du patient pour accéder au contenu du dossier médical. On peut voir les derniers documents qui sont ici. On peut imaginer du chantage. On peut également imaginer collecter un maximum d'informations et puis aller démarcher des assurances maladie ou d'autres types de sociétés qui seraient intéressées par ces informations-là, clairement. En résumé, la collecte d'informations est une chance car elle va permettre de mieux prédire et de mieux soigner à l'avenir. Mais c'est un risque aussi. Comment gérer émotionnellement des prédictions toujours plus fines sur nos risques de maladie? Et comment se protéger du piratage? Et que dire de la gourmandise des grosses multinationales qui s'enrichissent sans partage avec des données que nous leur livrons un peu trop facilement? Pour poursuivre cette réflexion, ne manquez pas l'émission radio On en parle demain à 9h et surtout vendredi. Julien Schechter et toute l'équipe consacrera 1 heure entière à ces questions. Sur le site de On en parle, vous trouverez également tous les résultats de la grande enquête participative lancée par nos collègues.